Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver sur le site internet et la chaîne YouTube de la Société de Géographie. Alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Baptiste Noé pour évoquer à la fois les enjeux politiques mais aussi géopolitiques autour du Vatican, autour du pontificat révolu du pape François et surtout celui à venir de Léon XIV. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Alors à la Société de Géographie, on a une tradition pour débuter nos entretiens. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors Jean-Baptiste Noé, moi donc je suis rédacteur en chef de la revue Conflit, professeur d'économie politique. J'ai réalisé une thèse en histoire économique, donc on est a priori loin des sujets géographiques, et pourtant j'ai beaucoup travaillé sur des questions, enfin ma thèse portait sur Total, c'est une thèse en histoire économique donc, et évidemment la dimension géographique était importante, et j'insiste sur ce point-là parce que souvent il y a une opposition entre historiens et géographes qui me paraît complètement factice. Quand on est historien, on doit forcément avoir un regard aussi géographique, comprendre les espaces. Total a une présence mondiale, il y a évidemment la question d'aménagement du territoire, etc. Et on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, ce regard géographique me paraît important. Moi, c'est aussi j'aime beaucoup défendre la géographie. C'est une discipline, une science qui me paraît très importante. Et donc, je suis ravi de pouvoir être aujourd'hui avec vous pour en parler. Et je le rappelle, vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Conflit, qui est devenue depuis quelques années maintenant une référence dans le champ de la géopolitique et des relations internationales. Bon, il y a quelques semaines, on a appris le décès du pape François, puis ensuite l'élection du nouveau pape Léon XIV. Donc, je voudrais commencer notre discussion par une question, somme toute assez générale. Quel bilan peut-on faire en matière géopolitique et de relations internationales du pontificat de François ? Alors, si on peut dresser un bilan, c'est un pontificat qui a duré 12 ans, donc c'est quand même assez long. Je retiens trois éléments qui me paraissent les plus importants. Le premier élément, c'est l'action qui a été menée auprès des mondes musulmans, avec notamment une personne qui a joué un rôle crucial, qui est le cardinal Jean-Louis Torrent, un Français qui est décédé il y a maintenant 4 ans, c'était en 2018, qui est un homme qui a vraiment pensé les relations entre monde catholique et monde musulman. Et il y a eu des voyages importants, je pense notamment un voyage au Caire, à la mosquée Al-Azhar, voyage en Irak, voyage dans les pays du Golfe, signature également de documents sur le dialogue, sur la liberté religieuse. Donc ça a été un axe très important de ce pontificat, qui n'est pas nouveau, qui avait commencé auparavant, mais qui a été poursuivi avec des fruits tout à fait intéressants. Le deuxième axe, c'est la question chinoise, question éminemment complexe, difficile, qui montre à la fois les espoirs et les limites aussi de la puissance du Vatican. Donc, pour synthétiser, c'est la question de la nomination des évêques en Chine, la question également de la liberté religieuse, et notamment la liberté des catholiques en Chine. Un accord a été conclu en 2018, accord qui est secret, donc on ne connaît pas la teneur du texte. Mais ça n'a pas forcément amélioré les relations, ça reste compliqué, beaucoup de tensions entre le gouvernement chinois et le Vatican. J'en veux pour preuve qu'à la mort du pape François, vous avez quasiment tous les chefs d'État qui ont fait un message de condoléances, qui se fait habituellement, enfin c'est le minimum de la diplomatie, et il n'y a rien eu de la part de Xi Jinping, on a juste eu un communiqué très bref et très sommaire 5 ou 6 jours après. Et aux obsèques, il y avait un ambassadeur, il n'y a pas de relation diplomatique entre le Saint-Siège et la Chine, mais il y avait un ambassadeur chinois qui était présent, c'est vraiment le minimum que l'on peut faire. Donc là, il y a eu une main tendue, une volonté de dialogue et d'entente qui a échoué. Et puis, troisième axe, c'est l'axe avec les mondes orientaux, les mondes chrétiens orientaux. Je retiens notamment la rencontre entre François et le patriarche Cyril à Cuba, un moment extrêmement important, en plus avec tout le symbole évidemment que représente Cuba, quand on sait le rôle joué dans la guerre froide, l'opposition, etc. Donc une volonté là aussi d'œcuménisme, d'ouverture, de compréhension avec le monde orthodoxe, qui s'est brisée évidemment avec l'invasion de l'Ukraine, une position de François qui a été mal comprise, souvent peu appréciée côté ukrainien, l'impression qu'il mettait sur le même plan les Russes et les Ukrainiens,
il y a eu aussi une inflexion en cours de conflit. Donc là aussi une difficulté, on va dire beaucoup de bonne volonté, beaucoup de mains tendues, mais des mains tendues qui ont souvent été mordues et qui n'ont pas forcément été prises soit par le camp orthodoxe, soit par le camp chinois dans l'un ou l'autre cas. Il y a quelques années, en 2015, si ma mémoire est bonne, vous avez publié au PUF un ouvrage intitulé Géopolitique du Vatican. Alors, on a parfois l'impression que l'État et l'institution vaticane sont un petit peu éloignés des enjeux géopolitiques ou en matière de relations internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, le Vatican vous paraît être un acteur géopolitique de premier plan ? Alors oui, avec des limites. Alors oui, j'en veux pour preuve les funérailles de François et la messe d'intronation de Léon XIV, où il y avait de très nombreux chefs d'État qui étaient là. Aujourd'hui, les funérailles de François, par exemple, il y avait Donald Trump, Emmanuel Macron, un représentant de la Russie, le ministre de la Culture de la Russie. Vous n'avez aucun autre événement où il y a autant de chefs d'État présents, des représentants également des pays arabes, de l'Iran, de très nombreux chefs d'État africains. Il y a aucune autre situation où vous avez autant de chefs d'État qui sont présents, qui sont réunis. Donc ça montre bien que Rome était la capitale du monde et que des personnes, des chefs d'État qui ont des intérêts divergents, parfois même des intérêts opposés, étaient présents pour cet événement. Vous avez également le conclave qui a été très suivi, d'ailleurs très intéressant à étudier. Il y a une mise en scène à la fois très archaïque, là, une fumée qui sort d'une cheminée, et en même temps d'une modernité, d'une manière de capter l'attention médiatique qui est extrêmement forte. Donc Rome reste centrale, mais une limite du Vatican, c'est qu'il n'a pas de moyens de pression. Quand vous voulez, on parle beaucoup de paix à Gaza ou en Ukraine, quels sont les leviers que vous avez ? On ne peut pas mettre en place de sanctions économiques, je parle pour le Vatican, il n'y a pas de puissance militaire, il n'y a pas de puissance économique, il n'y a pas de puissance par la mobilisation de blocs. Donc moi je veux parler d'une puissance de l'influence, et c'est ça sa véritable force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la manière de faire pression ou d'imposer les idées. Ça a pu être le cas dans le passé, mais c'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, c'est l'influence, c'est le fait d'avoir un très bon relais d'information, le fait d'être très bien inséré dans la scène internationale. C'est par ce biais-là que le Vatican arrive à être une grande puissance. Alors ça a ses limites, évidemment. Ça a ses limites, ça empêche de faire certaines choses, mais ça permet malgré tout d'être aujourd'hui un acteur incontournable des relations internationales. Alors justement, là, la transition vers ma prochaine question, elle est toute faite, puisque vous avez publié au mois d'avril 2025 chez VA Éditions un ouvrage qui s'intitule « La culture du combat de l'Église catholique ». Et vous montrez que, contrairement à certains discours qui reprochent au Vatican, notamment depuis le pontificat de François, une certaine mollesse, une certaine faiblesse, vous montrez donc qu'au contraire, la stratégie vaticane depuis des millénaires est marquée par le combat. Ma question elle est simple, comment se manifeste aujourd'hui, au XXIe siècle, ce que vous appelez donc cette culture du combat ? Oui, alors c'est un sujet intéressant. En fait, c'est Raphaël Chauvency, qui est officier, qui écrit également dans Conflit, qui dirige cette collection et qui m'a proposé de rédiger le premier volume de la collection sur la culture du combat. C'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup à Conflit. Donc il y aura d'autres livres qui vont traiter de ce sujet-là. Et je trouve intéressant de parler de la culture du combat dans l'Église parce que on a une institution qui existe depuis 2000 ans. Et vous n'existez pas pendant 2000 ans si vous n'avez pas le sens du combat. Si vous n'avez pas le sens de la guerre, si vous ne faites pas la guerre vous-même, et sinon vous disparaissez. Et face à des acteurs très puissants, qui ont voulu éradiquer l'Église, pensons au monde communiste, en Italie aussi, pendant longtemps, vous avez la monarchie italienne était très anticatholique, et d'ailleurs le pape a perdu ses territoires, était enfermé dans le Vatican. Pensez à Bismarck, qui dit être catholique et anti-allemand c'est la même chose, et donc il a voulu éradiquer le catholicisme en Allemagne avec ce qu'on appelle le Kulturkampf. Donc il y a eu des combats très violents, et pourtant aujourd'hui ces acteurs ont disparu, la monarchie italienne a disparu, Bismarck a disparu, l'Union soviétique a disparu, et l'Église est toujours là. Et donc ce qui me paraissait intéressant, c'est d'étudier comment le combat est mené justement quand on n'a pas la puissance militaire. Comment le combat est mené quand on n'a pas la puissance économique.
Et je trouvais ça très intéressant de montrer, et ça c'est un vrai sujet aussi en analyse géopolitique, comment on peut être puissant et combattre sans les attributs habituels de la puissance. On parle souvent de hard power. Bon, j'aime pas beaucoup cette formule, mais prenons-la malgré tout. Et on voit aussi que des pays qui ont la puissance militaire n'ont pas forcément gagné. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont gagné comme combat militaire au cours des 20 dernières années? Pareil pour la France, hein, si on fait un bilan de l'intervention militaire en Afrique, en Libye, qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Et donc on se rend compte d'une limitation de la puissance militaire, parce que la puissance militaire, elle doit être au service d'autre chose. En fait, elle est un moyen. Et ce que je trouve intéressant dans la question du combat dans l'Église, c'est qu'il y a une vraie distinction entre les moyens et l'objectif que l'on veut atteindre. Donc on veut atteindre un objectif, et on trouve des moyens pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Or, très souvent, on confond les deux. On va d'abord mettre en place des moyens sans s'interroger sur l'objectif à atteindre, le pourquoi, qu'est-ce que je veux obtenir. Et donc, cette puissance du combat, d'abord, elle se manifeste par la volonté de combattre. C'est très important. La volonté d'être là, d'être présent. Et cette volonté de combattre, cette volonté de gagner, elle permet à une institution ou à des membres de l'institution d'être toujours là. Ensuite, ça va se décliner. Il y a une dimension qu'on ne peut pas éluder, c'est la dimension du combat spirituel. Le pape, c'est d'abord un prêtre, les catholiques ont une dimension spirituelle, et ça, si on l'omet, si on est uniquement dans une vision sociologique, on passe à côté de l'essentiel. Je pense à Jean-Paul II, Benoît XVI, François également, estiment qu'avant de faire un discours important ou avant de faire un combat important, une visite importante, on va d'abord prier. Voilà. Et ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte, cette dimension spirituelle, qui, à mon avis, dans l'étude sociologique, est trop souvent mis de côté et on l'oublie. Et en fait, on passe à côté d'un point qui est important. Donc, il y a la dimension spirituelle, vous avez après d'autres dimensions, la dimension juridique. Le droit canonique, par exemple, est fondamental, et je dis ça, moi j'ai pas fait d'études de droit, mais le droit est un sujet qui est très important. Le code de droit canonique a aussi beaucoup influé sur le droit français, sur notre vision du droit. Donc là, il y a une dimension juridique qui est fondamentale, avec aussi d'ailleurs une répartition géographique. C'est très intéressant d'étudier la manière dont le combat du droit se retrouve au niveau géographique, entre une vision française du droit et une vision américaine, anglo-saxonne. C'est vraiment deux conceptions différentes du droit. Et la vision française est une vision romaine qui a été insufflée, notamment par l'Église, via le droit canonique. Il y a ensuite une dimension culturelle. Et là aussi, on l'a vu lors des funérailles, ou lors de François, ou lors de la messe d'intronisation de Léon XIV, le paysage urbain est magnifique. Là, on a une dimension géographique qui est très puissante. Rome, c'est quand même une très belle ville. C'était conçu pour ça. Quand vous avez le cercueil de François, ce qui ne s'était jamais fait d'ailleurs, c'est vraiment une première, qui va de la basilique Saint-Pierre à la basilique Sainte-Marie et qui déambule dans les rues de Rome. Les images étaient magnifiques. Et ça participe de la puissance. La puissance du beau, la puissance de l'art, le choix des vêtements, la puissance de la liturgie. Ça donne une dimension de mystère, de sacré, et ça repose aussi sur la puissance. Le pouvoir, pour exister, doit avoir une dimension de sacré et de mystère. Quand tout est montré, quand il n'y a plus de mystère, quand plus rien n'est caché, le pouvoir perd de sa puissance. Un pouvoir ne peut pas exister avec une chaise Ikea en bois et puis un jean. Et ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une dimension forte de puissance. Le Kremlin, la place rouge, le château de Versailles, la Maison Blanche, le bureau ovale, ça participe de la puissance. Et donc le choix des bâtiments, le choix des paysages géographiques, c'est également des instruments de puissance importants. Et puis, un autre élément important de la puissance du Vatican, c'est son réseau de connaissances, son réseau, alors je ne vais pas dire d'informateurs, parce que ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas de l'espionnage, mais quand on va à Rome, et moi je m'y rends régulièrement, vous rencontrez le monde entier. Donc vous avez tout le monde entier qui défile, avec des personnes qui sont à la fois des hauts dirigeants, et en même temps des membres d'associations humanitaires qui sont dans des endroits extrêmement reculés. Et donc, vous avez de l'information à toutes les strates de la société. Vous savez à la fois ce qui va se passer dans un ministère ou dans un gouvernement, et en même temps ce qui se passe dans la brousse africaine,
dans une ville reculée de Chine ou bien dans les villes moyennes ou les campagnes françaises. Et donc il y a un réseau d'information qui est extrêmement puissant. Je vous donne un exemple. Pendant la guerre en Syrie, tous les diplomates occidentaux étaient partis. Le seul pays occidental qui avait encore une ambassade, c'était le Saint-Siège. Et donc il y avait un ambassadeur et il y avait un réseau humanitaire, qui fait que le Vatican a toujours su ce qui se passait en Syrie. Et donc l'avancée de Daesh, les combats, les reculs ou les avancées de Bachar al-Assad. Et ça vous donne l'accès à l'information, donne une puissance qui est inégalable. Et ça participe aussi à cette géopolitique. Si on réfléchit à la place actuelle du Saint-Siège sur l'échiquier international, on se rend compte que les relations internationales se tentent, confère ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, confère l'affrontement aussi de moins en moins distant entre les États-Unis et la Chine, ou encore entre le Pakistan et l'Inde, bon j'en passe et des meilleurs. Bon, en même temps, face aux visées expansionnistes de certaines doctrines religieuses, est-ce que le Vatican et donc l'Église catholique peuvent retrouver une certaine tradition de combat, au sens presque coercitif du terme, ou en tout cas une certaine tradition expansionniste? Alors, de combat au sens coercitif, non, parce que l'époque a changé et on n'est plus dans ce domaine-là. Léon X, donc un lointain prédécesseur de Léon XIV, qui était un Médicis, combattait avec son armée contre Charles Quint et François Ier. Jules II combattait à cheval et l'épée à la main. Bon, c'était la Renaissance, c'était une autre époque, on n'est plus là. En revanche, il y a évidemment le souci de maintenir le nombre de catholiques dans le monde, mais ça c'est plus aujourd'hui un combat personnel et individuel, c'est-à-dire que c'est chaque personne qui parle de sa foi là où il est et va en parler et éventuellement convertir. Mais c'est un combat personnel. C'est pas un combat institutionnel. On n'est plus dans l'idée de croisade, on n'est plus à l'épante, on n'est plus à l'époque des Templiers. Donc ça a changé. On est vraiment dans une perspective individuelle. Ce qui n'empêche que le rôle d'un pape, c'est de coordonner l'effort et de centraliser et d'être la tête visible. Donc d'être un petit peu le coordinateur ou d'être la figure visible, notamment par l'organisation de grands événements. Là, on a en 2025 le jubilé à Rome, ça a lieu tous les 25 ans, par les JMJ, par des visites. Donc c'est ça aujourd'hui le rôle du pape, c'était d'être une figure visible et d'être un coordinateur, mais on n'est plus effectivement dans un combat militaire d'ailleurs, tel que ça a pu exister à l'époque de la Renaissance. Ça a changé. En revanche, là où il peut y avoir un combat direct, c'est face à des régimes politiques dictatoriaux ou autoritaires. Alors ça existait à l'époque du communisme, et Jean-Paul II a été un combattant au sens physique du terme, et avec un courage physique indéniable. Aujourd'hui, ça peut se manifester dans certains pays, je pense au Nicaragua par exemple, où les relations sont très tendues avec Ortega, l'ambassadeur, le nonce a été expulsé. Pourquoi pas avec la Chine, ça pourrait arriver aussi si la répression devait s'accentuer. Ça a pu se faire à Hong Kong. À Hong Kong, les catholiques ou les chrétiens étaient le fer de lance de l'opposition à l'annexion de Hong Kong par le reste de la Chine et par la volonté de maintenir leur spécificité juridique, notamment leur liberté. Donc là, il peut y avoir un combat physique, alors pas de l'Église, mais des chrétiens. Soutenus par l'Église évidemment, mais pour la défense de leurs droits, de la liberté religieuse, de leurs droits politiques. Alors, on a commencé à l'évoquer précédemment, le nouveau pape Léon XIV a été élu en conclave. Est-ce que vous pourriez nous dire succinctement qui est Léon XIV, son parcours, et en même temps s'il a une vision géopolitique du monde actuel, futur, et donc de la place que doit y jouer l'Église catholique? Oui, alors si je devais résumer Léon XIV, je dirais que c'est le parfait exemple d'un Romain. Il est parfaitement romain, c'est vraiment l'exemple même de ce que j'appelle la romanité. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est américaine, donc née à Chicago. Comme beaucoup d'Américains, il a un arbre généalogique qui est multiple. Là, on a découvert qu'il avait une grand-mère qui venait du Havre, un père qui est passé par le Québec, une mère qui est italo-espagnole. Donc c'est vraiment le melting pot américain né à Chicago sur les bords du lac Michigan. Mais c'est pas un redneck, si je puis dire. C'est pas un Américain qui ne connaît que l'Amérique.
Il a un parcours de vie qui est assez exceptionnel, puisqu'il a été évêque d'un diocèse, un petit diocèse du Pérou pendant une vingtaine d'années. Donc il connaît très bien le Pérou, il parle parfaitement espagnol, et il a une connaissance du Pérou et de l'Amérique latine qui est quand même importante, notamment pour un Américain. Il a longtemps vécu à Rome, pourquoi? Parce qu'il est membre d'un ordre religieux qui s'appelle les Augustiniens, donc qui est référence directe à Saint-Augustin. Il a été le supérieur de l'ordre pendant 12 ans. Donc pendant 12 ans, il a vécu à Rome, donc il a une très bonne connaissance de Rome, de l'Europe. Il a également été ce qu'on appelle préfet du dicaster pour les évêques. Alors, un dicaster, c'est un ministère dans l'Église catholique, et ce dicaster, c'est un des ministères les plus importants. C'est-à-dire que ce dicaster a pour fonction de nommer les évêques dans le monde, puisque c'est le pape qui nomme les évêques. Et donc, quand vous êtes à la tête de ce dicaster, vous avez une vision mondiale, vraiment une vision sur tout ce qui se passe dans le monde, puisque votre rôle, c'est de nommer des évêques dans le monde entier. Donc, il a une expérience de curie, donc de gouvernement de Rome, et ça en fait vraiment un profil très particulier, avec à la fois une expérience d'évêque, donc de pasteur dans un diocèse, petit diocèse du Pérou, en même temps une expérience de curie, et comme il a été président, directeur de cet ordre religieux pendant 12 ans, il a énormément voyagé parce que son ordre est présent dans le monde entier. Donc il a fait quasiment tous les pays du monde où il a dû voyager pour rencontrer les membres de son ordre. Donc on a un profil de quelqu'un qui est américain, qui est aussi sud-américain, il a la citoyenneté péruvienne, qui est romain et qui connaît déjà le monde entier parce qu'il a voyagé dans le monde entier, parce qu'il a rencontré des gens du monde entier. Donc autant François avait un profil très, très particulier d'un Argentin qui n'avait pas quitté Buenos Aires, sauf à de rares occasions, autant là on a le profil d'un homme mondialisé, au sens propre, c'est-à-dire qu'il a plusieurs citoyennetés, il parle plusieurs langues, il est polyglotte, il a vécu dans plusieurs capitales du monde, et il a une connaissance du monde que probablement aucun pape n'a eu avant lui. Parce que par ses fonctions antérieures, il a énormément voyagé, il a rencontré beaucoup de monde. Donc c'est un profil qui est vraiment très particulier, très, très original, et ce qui lui permet d'avoir une connaissance assez fine du monde. Et donc ça va, enfin on verra évidemment son parcours, là on n'en est qu'au début, on verra ce qu'il fera. Mais en tout cas ça lui donne une connaissance de la multiplicité du monde et de la multiplicité du catholicisme dans le monde. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé pour ces précieux éclairages. Alors, je le rappelle pour celles et ceux qui voudraient aller creuser encore plus ces thématiques, vous êtes l'auteur d'un ouvrage récemment paru, en avril 2025 chez VA Éditions, et intitulé « La culture du combat de l'Église catholique ». Et puis, bien entendu, pour toutes les questions en lien avec la géopolitique et les relations internationales, j'invite bien sûr nos abonnés à se procurer, à lire, à diffuser la revue Conflit dont vous êtes le rédacteur en chef.